Un sommet européen de la plus haute importance pour l'Ukraine se tient actuellement à Bruxelles. Les 27 vont-ils donner leur feu vert aux négociations d'adhésion à l'Union européenne et au versement d'une nouvelle aide de 55 milliards pour l'Ukraine? Ce sont deux des questions qui doivent être tranchées par les responsables européens à qui Volodymyr Zelensky a adressé ce message. People in Europe will not see any benefit if Moscow receives. Les Européens ne verront aucun avantage à ce que Moscou reçoive un laissez-passer de Bruxelles sous la forme d'une attitude négative à l'égard de l'Ukraine. Poutine s'en servira certainement contre vous, personnellement, et contre toute l'Europe. Ne lui donnez pas la première et la seule victoire de l'année. L'Europe doit gagner, les accords doivent être respectés et les mots doivent compter. Voilà donc pour cette déclaration de Volodymyr Zelensky. Alors on sait qu'il va falloir passer outre le blocage de la Hongrie pour débloquer ce budget de 55 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. On va plutôt essayer de comprendre pourquoi l'aide européenne est à ce point cruciale aujourd'hui. On va faire le point avec deux invités. Estelle Aurix est avec nous. Bonsoir. Vous êtes chercheuse au Centre d'études de sécurité et de défense. Et Frédéric Moreau. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, avocat au barreau de Bruxelles et auteur de Défendre l'Europe, plaidoyer pour une armée européenne. L'Ukraine, elle est à la peine aujourd'hui, Frédéric Moreau. Elle a besoin de soutien. Sans aucun doute. Sans aucun doute, on a ce que les Américains appellent le perfect storm, c'est-à-dire un orage parfait. On a la conjonction de plusieurs perspectives négatives. Il y a tout d'abord eu l'échec de la contre-offensive de l'été. Il y a ensuite la résilience de l'économie russe qui arrive à contourner les sanctions européennes et américaines. Il y a ensuite les divisions au sommet entre le pouvoir politique et le pouvoir militaire à Kiev. Il y a la guerre de Gaza qui détourne l'attention. Et puis, vous l'avez mentionné, il y a les blocages de petits groupes de pression qui n'ont que faire de la grande politique, que ce soit au Congrès des États-Unis ou pour des raisons tout à fait de politique intérieure, un tout petit groupe de républicains bloque l'aide américaine à l'Ukraine et à l'Union européenne. On a exactement la même chose avec M. Orban qui exerce un chantage effréné sur l'Ukraine. Alors oui, l'Ukraine a besoin de l'aide occidentale, qu'elle soit américaine ou qu'elle soit européenne, parce que effectivement, la masse joue en faveur de la Russie. Alors ça ne veut pas dire que la Russie va gagner, parce qu'on entend beaucoup ces derniers temps la théorie des théoriciens de la realpolitik dire les Ukrainiens ont le courage, mais les Russes ont la masse, donc l'affaire est pliée, la Russie va gagner, s'il vous plaît, messieurs les Ukrainiens, négociez vite, si vous ne le vous faites pas pour vous-même, faites-le pour nous, qui sommes lassés de regarder votre guerre à la télévision, on aimerait bien passer à autre chose, donc s'il vous plaît, arrêtez. Tout cela ont quand même, sans aucun doute, séché quelques cours d'histoire, de polémologie, parce que sans remonter aux cités grecques victorieuses de l'empire de Xerxès, David et Goliath, ou, pour ne citer que un exemple vivant, l'État d'Israël, qui aurait dû être oblitéré à de nombreuses reprises en 47, pas encore en 48, en 63, en 73, etc. Le petit peut gagner le gros. Le petit peut gagner le grand, David peut gagner Goliath. Il y a à cela plusieurs causalités possibles. Bon, la première, mais je passe rapidement dessus, c'est la possibilité d'avoir un protecteur plus puissant que l'agresseur. Or, l'Ukraine, malheureusement, n'a pas de protecteur. Elle a des amis dont le soutien est vacillant, mais elle n'a pas de protecteur, c'est-à-dire personne souhaitant envoyer ses propres soldats se battre sur le sol ukrainien. Bon. Donc vous ne considérez pas aujourd'hui que l'Union européenne, les États-Unis sont des protecteurs Non, ils ne sont pas des protecteurs. Ce sont des amis, ce sont des alliés. Ils fournissent des armes, mais ce ne sont pas des protecteurs. Un protecteur interviendrait. C'eût été le cas si l'Ukraine avait fait partie de l'OTAN. Où là, les alliés de l'OTAN auraient dû intervenir. Bon, ce n'est pas le cas, ce qui du reste rend grotesque les affirmations de Vladimir Poutine demandant la neutralité de l'Ukraine. Elle était déjà neutre. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est l'intelligence.
c'est la technologie, c'est l'opération spéciale, c'est-à-dire l'opération à fort effet de levier, du faible au fort, et qui a pour ambition de changer le cours de la guerre. Pas seulement le cours de la bataille, mais le cours de la guerre. L'archétype de cette opération, c'est le cheval de Troie. Une poignée de guerriers, Achille au pied léger, et les siens ont pu changer le cours de la guerre de Troie. Jouer sur l'effet de surprise, mais on a vu que la contre-offensive... Pour l'instant, les forces spéciales ukrainiennes sont très audacieuses, elles remportent des succès tout à fait méritoires, mais elles n'ont pas eu d'action spéciale au sens stratégique du terme. Ce pourrait être le cas si elles faisaient sauter les terminaux pétroliers et gaziers de Sibérie, ou si, par extraordinaire, elles arrivaient à éliminer Vladimir Poutine. Ça serait vraiment une action spéciale. Il y a une troisième solution qui marche à tous les coups, qui marche aussi bien pour Israël que pour la France, que pour tous les petits États qui se sentent menacés, c'est la dissuasion nucléaire. Parce qu'au fond, nous, la question que nous devons nous poser, nous occidentaux, c'est qu'est-ce qu'il va se passer si nous sommes défaillants, collectivement, à donner des armes nécessaires à l'Ukraine pour se protéger? Que vont-ils faire? Quel est leur choix? Parce que eux, ils n'ont pas de choix. C'est leur existence même de leur nation. Je serais surpris. Mais ça veut dire concrètement quoi? Quels sont les leviers qu'on peut activer en matière de dissuasion nucléaire? Ça veut dire que les Ukrainiens doivent penser à se doter de l'arme nucléaire qu'ils avaient avant d'y renoncer en 1994 avec le mémorandum de Budapest. Oui, puisqu'on sait qu'ils ont rendu ils ont les savants. Ils ont les scientifiques capables de le faire. Ils ont très vraisemblablement la matière. Ils ont quand même plusieurs centrales nucléaires. Et ils ont même les vecteurs. Donc moi, je ne fais pas de conseils à donner aux Ukrainiens. Stélorix, sur ce point, sur la question de la dissuasion nucléaire, est-ce que... Si l'Occident défaille, il reste que ça. Mais ça ne peut s'envisager qu'avec un soutien de l'OTAN. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Israël n'a pas demandé à personne l'autorisation d'avoir l'arme nucléaire, pas plus que le Pakistan, pas plus que l'Inde, pas plus que la Corée du Nord. Donc c'est une décision de l'Ukraine seule. C'est une décision qui ne dépendrait que de l'Ukraine. Je serais surpris qu'il n'y ait pas pensé jusqu'à présent. Stélorix, sur ce point? Alors, effectivement, l'idée est intéressante. L'arme nucléaire est l'arme de dissuasion par excellence qui nous protège, nous, pays de l'OTAN, effectivement, d'une attaque, le parapluie nucléaire des États-Unis. Mais dans le court terme, je pense que ce dont les Ukrainiens ont besoin, c'est surtout d'une avancée sur le terrain, parce que ce sont les Russes qui ont pour l'instant l'arme nucléaire, et c'est ce qui a, soi-disant dans l'argumentaire en tout cas de Vladimir Poutine, était un des facteurs de déclenchement de cette guerre aussi. C'est cette menace otanienne, américaine, d'armes nucléaires sur le territoire. Et ce qu'a rappelé encore hier, ou même ce matin, Vladimir Poutine lors de sa grande interview avec la population russe, qui était de dire que ces objectifs qu'il reclarifiait, parce qu'ils ne sont pas toujours clairs, c'était cette dénazification, cette démilitarisation, cette neutralisation de l'Ukraine. Et donc, ce serait un non-recevoir de la part des Russes. Donc, l'idée est compréhensible, mais je pense que dans le court terme, ce n'est pas une machine nucléaire. De toute façon, ça se fait pas ne du jour au se met lendemain. pas en 2 minutes. Et actuellement... Voilà. Comment est-ce que vous analysez l'évolution du soutien des pays de l'OTAN? Stélorix, vous qui suivez l'actualité de l'OTAN depuis longtemps, l'évolution, là, ces 2 dernières années. Parce que c'est vrai qu'on parle tous de fatigue aujourd'hui, on parle d'usure. On voit qu'aux États-Unis, ça rame un peu. L'administration Biden ne parvient pas encore à convaincre tout le monde de débloquer une aide significative. En Europe, on espère qu'on y arrivera, mais il y a encore des blocages. Il y a une forme d'usure, il y a le Proche-Orient. Comment est-ce que vous analysez, vous, l'attitude de l'OTAN aujourd'hui? Est-ce que la détermination reste pleine et entière à soutenir l'Ukraine? Alors, la détermination dans l'argumentaire reste pleine et entière. Le secrétaire général de l'OTAN le répète, l'a encore rappelé il y a quelques jours, le soutien indéfectible de l'organisation aux Ukrainiens. Il est vrai que dans les faits, on voit, parce que l'OTAN n'est qu'une organisation et ce sont les pays qui font l'organisation, mais on voit effectivement qu'après le sursaut, l'effroi, l'enthousiasme à soutenir ce petit pays valeureux qui a malgré tout réussi à contenir la Russie qui est
plus puissante en matériel et en hommes, donc qui a dû rebrousser chemin depuis Kiev. Eh bien, c'est vrai qu'on voit un ralentissement dans l'aide. Selon certaines statistiques, on voit une diminution même de 90% de l'aide à l'Ukraine ces derniers mois. Donc, il y a une diminution de l'aide, mais symboliquement, il y a cette volonté d'aider malgré tout l'Ukraine, surtout de la part des États qui se sentent le plus concernés par cette invasion à l'est de l'Europe. à l'est, dans les pays baltes, même si ces derniers temps, on entend aussi que des pays tels que l'Allemagne et tels que l'OTAN aussi rappellent le danger russe qui, d'ici 5-10 ans, commence à réellement aussi se réarmer, à remobiliser, on l'a entendu, Vladimir Poutine bombe le torse pour l'instant. On le sent en position de force dans l'argumentaire, dans ses relations diplomatiques auprès de sa population. Il a parlé d'une nouvelle remobilisation, d'empêcher ces visas pour une certaine tranche de la population. Donc voilà, cette évolution, il y a un soutien, il y a une réelle quand même peur malgré tout de ce qui est en train de se passer sur le terrain, mais malgré tout la population, l'opinion publique, effectivement, suit moins cette guerre, surtout aussi. Évidemment, ça fait presque 2 ans, Frédéric Moreau. Et en même temps, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a expliqué avec Sylvie Kaufmann il y a un instant, plus personne n'est aveugle, en fait, sur la volonté de Vladimir Poutine de redevenir le maître, y compris éventuellement en dehors des frontières actuelles de la Russie. Et donc, c'est vrai qu'en même temps, on sent une forme d'usure et en même temps, on entendait, par exemple, il y a peu de temps, l'amiral Hoffmann, en Belgique, dire qu'il fallait se préparer à la guerre au cas où la situation venait à déraper en Ukraine. Donc tout le monde est quand même très conscient du risque si Vladimir Poutine venait à gagner. Oui, ils sont conscients du risque, mais ils sont dans un état, permettez-moi de dire, de sidération. Un peu comme les lapins pris dans la lumière des phares d'une voiture. Près de 2 ans après le début de l'invasion, c'est toujours la sidération. Mais oui, parce qu'ils sont toujours là à dire on va aider l'Ukraine, mais substantiellement, en substance, peu de choses. Ils sont tous à regarder, passez-moi l'expression, leur nombril, leurs problèmes de politique intérieure. Ils sont toujours en train de renacler vers la convergence des défenses européennes vers une défense commune. Chacun veut rester maître de son industrie de défense. Chacun pense que c'est plus... Regardez ce qui s'est passé, pour prendre un exemple parmi tant d'autres, avec l'Allemagne, qui a pris sa initiative, Air Shield initiative, le bouclier antiaérien, et qui a pris des armements qui sont tout à fait... qui correspondent à des actions de politique étrangère. Ils ont acheté des missiles israéliens pour faire plaisir à Israël, des missiles américains alors que les Européens fabriquent les mêmes. Chacun reste fixé sur son nombril avec ses contraintes financières, avec ses contraintes de chaîne de production. Ça dit quoi ? Ça dit qu'il y a un fantôme de Munich qui plane sur l'Europe en ce moment. C'est-à-dire qu'au fond, ils sont en train de se dire, mais est-ce que c'est vraiment notre guerre ? Bon, est-ce que c'est vraiment si grave si l'Ukraine tombe ? Oui, c'est pas bien, mais voilà. Ils sont dans une espèce de valse hésitation. Ils ont pas... Moi, je suis très, très déçu par mon pays, la France, qui a vraiment joué petit bras dans cette affaire, alors que elle a soi-disant la meilleure armée européenne. On est très très loin, je veux dire, de l'effort fait par le gouvernement français, par le président de la République Macron, comparativement à l'Allemagne. Ils n'ont pas donné les instruments qu'ils auraient pu lui donner, qui pourraient avoir une action décisive sur le terrain. Je disais tout à l'heure, on peut contrebattre la masse par la technologie. Les Américains l'ont fait pendant toute la guerre froide. Il y a eu plusieurs offset initiatives, c'est-à-dire des initiatives de compensation. C'est-à-dire que pendant toute la guerre froide, les Européens de l'Ouest avaient conscience qu'ils seraient submergés par la masse, non seulement de la Russie, mais de tous les pays coalisés du pacte de Varsovie. Et donc ils se disaient, il faut qu'on soit technologiquement en avance. Pourquoi croyez-vous que les États-Unis dépensent 80 milliards de dollars par an en recherche et développement de défense, sinon pour contrebattre la masse que représente l'armée chinoise, que représente la menace chinoise. Donc il y a des moyens. Pourquoi la France ne donne pas des Rafales, ou ne vend pas des Rafales, ou ne donne pas des blindés modernes ? À ce pourquoi, voilà. que répondez-vous ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un petit peu l'impression que pour une série de pays européens, ça arrange bien que Viktor Orban bloque un peu.
Alors je pense que dans l'Union européenne, les avis des pays divergent fortement selon qu'on est proche de ce qui se passe en Ukraine et moins proche géographiquement. On le voit aussi dans les discours. Le retour de Donald Tusk en Pologne qui a réaffirmé le soutien plein et entier à l'Ukraine. Dans les pays tels que l'Estonie, la Lettonie, il y a vraiment une volonté malgré tout d'aider l'Ukraine. Donc je pense que dans les semaines, dans les mois à venir, la situation est loin d'être figée et qu'il y aura peut-être aussi un sursaut de la part des pays européens. Mais effectivement, il se passe beaucoup de choses en Europe, changement de pouvoir, des partis qui se disent, enfin plus d'extrême droite qui reculent par rapport à l'aide en Ukraine, des élections en préparation, la difficulté avec les États-Unis. Donc tout ça va avoir un impact sur la position que peut prendre l'Union européenne et surtout ses États membres qui se sont peut-être un petit peu trop, comme d'habitude, réfugiés derrière l'aide américaine qui maintenant suit moins, est bloqué avec les Républicains notamment, mais tout cela peut encore évidemment changer et je m'attends à ce qu'il y ait quand même des changements. On sent quand même qu'il y a une certaine peur, comme vous le dites. Et s'il y a des difficultés au sein des démocraties européennes, vous mentionniez la progression de l'extrême droite, qui a été soutenue en fait par la Russie précisément. C'est un des résultats de la guerre hybride. Ça a été une des armes utilisées par Vladimir Poutine, quelque part anticipativement par rapport à cette situation. Tout à fait. Donc, Vladimir Poutine, depuis le discours de Munich de 2007, il agit sur deux fronts. Il veut que son influence en Russie et dans les anciens pays de l'URSS ne diminue plus. C'est ce qui se passe en Ukraine. Et à la fois que l'influence de l'Occident ne s'élargisse plus à des pays qu'il considère être sous son influence, effectivement. Et donc, comment procède-t-il ? Eh bien, première guerre de haute intensité en Ukraine, comme on n'avait plus vu sur le continent européen depuis février 2022, et il utilise ce qu'on appelle effectivement les outils hybrides, une stratégie hybride, où il utilise des moyens non conventionnels pour attaquer tous les alliés potentiels à son projet en Ukraine. Et ces alliés, les alliés de l'Ukraine, sont les pays occidentaux, Union européenne et OTAN. Et donc, parallèlement à son attaque sur le terrain de haute intensité, il utilise toutes sortes d'autres outils hybrides de désinformation, de propagande, pour polariser la société européenne et la désolidariser avec ce qui se passe en Ukraine, effectivement. Une dernière question pour vous, Frédéric Moreau, mais il nous reste peu de temps. Vous l'expliquez au début de votre intervention, la Russie ne semble pas tant fragilisée que ça, 2 ans après la guerre, malgré les pertes, malgré les pertes militaires et les pertes humaines. Comment est-ce que vous l'expliquez, cette résilience ? Vous me permettez de faire le point sur les sanctions. Le premier but des sanctions européennes, on l'a tous oublié, c'est pas tant de faire chuter le gouvernement russe ou de détruire l'économie russe. Le premier but des sanctions européennes, c'était de ne plus donner un bras de levier à Vladimir Poutine sur nos économies, en nous désintoxiquant de son pouvoir de levier. Et cet objectif-là a été atteint. Le second objectif, affaiblir l'économie russe, ça prend du temps, ça prendra du temps, c'est un poison lent, il y a des contournements, des pays comme la Turquie, des pays comme le Kazakhstan, des pays comme l'Inde, des pays comme la Chine contournent les sanctions. J'ajoute à cela qu'il y a des sanctions, par exemple, sur les composants électroniques. Vous pouvez acheter sur le marché des composants électroniques en Europe occidentale, les mettre dans un sac à dos, passer la frontière et vous avez de quoi armer une centaine de missiles russes. Donc il y a des choses qui sont faciles à faire, il y a d'autres choses qui sont plus difficiles à faire. Donc il faut faire très attention. Les sanctions marchent. L'économie donne l'illusion de fonctionner, mais il faut quand même la redimensionner. Il y a quand même 40%, si c'est pas plus, de la population russe qui vit en dessous du seuil de pauvreté. On a cette image de Saint-Pétersbourg et de Moscou, mais qui est une bulle. C'est vraiment le visage vous dites usure il y a, même si c'est usure il y a. Usure lente. Le PIB de la Russie, toute proportion gardée, n'est guère supérieur à celui de l'Espagne. Donc il ne faut pas faire la grenouille plus grosse que le bœuf. La Russie ne pèse pas grand-chose face à l'Union européenne, pour peu que l'Union européenne prenne conscience de sa puissance quand elle est unie. Merci Frédéric Moreau. Merci Estelle Aurix d'être venue ce soir sur notre plateau pour analyser la situation en Ukraine et la difficile position que doivent adopter les Européens. Merci à vous. Merci à vous.